Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Ce soir, on est donc à fond géopolitique. Évidemment, crise en Ukraine et en Russie, enfin le conflit ukraino-russe. On va en parler ce soir de long, en large et en travers. Il faut en parler parce que visiblement, les grands médias ont mis ça de côté. Omerta, on va dire. Donc ce soir, je reçois Éric Denessé, directeur du centre de recherche CF2R. Bonsoir. Bonsoir, cher Éric. Dites-moi, est-ce que la France n'est pas un peu, j'en avais parlé d'ailleurs avec Caroline Galacteros, est-ce qu'on n'est pas un peu le parent pauvre aujourd'hui de la géopolitique ? C'est-à-dire que voilà une sorte de science dont on est peut-être moins spécialiste ici en France, peut-être que chez les anglo-saxons. J'ai pas ce sentiment. Il n'y a pas de grands penseurs géopolitiques aujourd'hui dignes de ce nom dans le monde. Les États-Unis ont essayé de faire encore quelque chose il y a quelques années avec Robert Kagan, qui est le mari de Victoria Nuland, qui est un néoconservateur et qui a ressorti un livre sur The Revenge of Geography, qui est finalement quelque chose qu'on a tous appris il y a 30 ans, voire plus, dans les écoles, donc il n'apportait rien de nouveau. Donc il n'y a pas beaucoup d'idéologies nouvelles. Brzezinski a été un des derniers. Alors, c'est vrai que je mets ensemble tout ce qui est géopolitique et relations internationales. Nous avons encore une école de relations internationales en France qui est intéressante, mais c'est pas nécessairement non plus ce qu'il y a de mieux en Europe, il faut être lucide. Contrairement à ce qu'on imagine, les Néerlandais sont parmi les meilleurs. Ils ont quelques petites universités, des centres de recherche qui sont pas mauvais. Après, les Allemands, les Britanniques, les Italiens, tout le monde travaille sur le sujet. Et la France ? Moins ? Non, on est dans la bonne moyenne. Nos centres de recherche sont corrects, nos chercheurs sont connus. Alors, les uns et les autres peuvent être orientés, ça c'est autre chose. Mais on a encore une école en géopolitique qui est, je ne sais pas si elle tient la route, mais qui est à la hauteur de ce qui se fait à peu près ailleurs. Bon, comment vous expliquez que justement cette guerre en Ukraine, ça passe au second plan ? Pourtant, on nous a expliqué pendant 2 ans que ça pouvait déboucher sur la Troisième Guerre mondiale, c'était la cause de l'inflation, de la crise économique, etc. Mais là, il y a des élections et puis c'est le second plan. Écoutez, c'est normal, vous l'avez dit, c'est le fonctionnement des médias. On a vu comment la crise arménienne était passée au second plan. On voit en ce moment comment la crise ukrainienne, qui est plus importante pour l'équilibre international, est gommée par les élections. Je pense que tout ça va être relativement au second plan pendant tout l'été, parce qu'on va avoir le Tour de France, puis les vacances, puis les reportages sur la DGCCRF dans les campings. Et c'est très intéressant quand on analyse les sujets des grands médias nationaux, ce qu'on appelle les médias mainstream, on voit qu'il y a vraiment une gestion de l'agenda qui est très particulière. Elle peut être politique, elle peut être aussi tout simplement liée à ce que les grands médias pensent que les Français veulent voir. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils considèrent que tout le monde est fatigué de l'Ukraine, qu'il y a des sujets plus importants, donc ça passe au second plan. Mais pourtant, ça peut déboucher sur des choses, on va dire, catastrophiques. On a eu les déclarations de M. Macron dernièrement sur peut-être l'envoi de troupes en Ukraine. Enfin, c'est quand même pas rien. Alors, je suis d'accord, ça a été beaucoup couvert, peut-être dans un sens unique, mais ça a été beaucoup couvert. Mais regardez, si j'en fais un parallèle avec ce qu'a été les menaces terroristes à partir de 2001, pendant vraiment des périodes très importantes, on a eu beaucoup de suivi terroriste, puis à un moment donné, ça a lassé l'opinion. La vraie question qu'on se pose, c'est en quoi les informations qui nous sont données nous sont utiles. Aujourd'hui, c'est vrai que la vitesse d'évolution du conflit ukrainien, en tout cas sur le plan militaire, elle est extrêmement lente. Et donc, faire une émission, des reportages tous les jours sur le sujet n'a pas beaucoup de sens. La crise diplomatique, elle, évolue de manière beaucoup plus régulière et donc il y a souvent quelque chose à dire. Et c'est plutôt cet aspect diplomatique qui est écarté aujourd'hui, qui passe au second plan. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par diplomatique ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les coulisses diplomatiques qui font que c'est plus important que le terrain ? Alors, c'est même pas dans les coulisses, c'est parce qu'aujourd'hui, les médias français n'en parlent pas. D'ailleurs, c'est important, nos grands médias sont beaucoup moins, objectifs que les médias américains. On voit dans le New York Times a publié il y a quelque temps l'accord de fin 2022 qui était quasiment signé entre les Ukrainiens et
et les Russes, alors que les médias français ne l'ont quasiment pas repris. Non, je ne sais même pas s'il a été traduit en français. Donc à partir de ce moment-là, on voit cette différence qui est importante. Alors qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? Eh bien, on voit que les lignes qui bougent petit à petit, avec des contradictions qui sont toujours aussi importantes. Les Américains ont déclaré il y a quelques jours qu'ils n'allaient, pour la énième fois, qu'ils n'allaient pas envoyer de troupes en Ukraine. Ça s'était réaffirmé. Mais paradoxalement, ils ont quasiment déclaré dans le même temps qu'ils allaient envoyer des sociétés militaires privés et des mercenaires participent au combat, et des techniciens civils pour entretenir les systèmes d'armes qu'ils avaient donnés à l'Ukraine. Donc, encore une fois, on voit à travers ces déclarations incohérentes, on peut dire, les jeux des forces qui existent aux États-Unis autour du président Biden, qui n'est qu'un légume, entre le jeu des anciens conseillers à la sécurité nationale comme Tom Donilon, les actuels comme Jack Sullivan, on va voir la CIA, le Pentagone, les gens du département d'État, les néoconservateurs, les conseillers politiques. Tout ça entraîne une sorte de magma dont finalement les décisions ne se font jamais par consensus, mais par forme de rapport de force. On a vu également la reprise des négociations directes, enfin des discussions directes entre les deux ministres de la Défense. Ça n'avait pas eu lieu depuis plus de 18 mois, si ma mémoire est bonne. Et elle est liée au fait que les Russes ont menacé directement après les frappes sur Sébastopol les Américains de rétorsion. Ils réfléchissent en disant, est-ce qu'on va abattre des drones en mer Noire? Est-ce qu'on va livrer des missiles à des proxys comme peuvent l'être les Houthis? Et puis Poutine a fait avant-hier une autre déclaration qui est importante et qui crée un peu la panique à Washington, d'où cette reprise des discussions. C'est qu'il a dit qu'il pourrait se remettre à produire des missiles de portée intermédiaire. Le traité sur les armes FNI date de 1987. Les Américains l'ont quitté en 2019 sous un prétexte fallacieux. Les Russes avaient toujours dit « nous restons signataires de ce traité, nous ne le quittons pas ». Mais vu que les Américains ont réinstallé des missiles de ce type aux Philippines, entre guillemets, pour dissuader la Chine, c'est la même argumentation quand ils avaient mis des missiles antibalistiques, soi-disant, en Pologne et en Roumanie, à 6 minutes de vol du Kremlin pour protéger l'Europe contre l'Iran, eh bien, Poutine a déclaré qu'ils allaient maintenant changer d'avis et que la Russie ne s'interdisait pas elle-même de redévelopper et de reproduire des missiles à portée intermédiaire, c'est-à-dire entre 500 et 5000, 5500 km. Donc tout ça sont des petits éléments qui font peur aux États-Unis. Alors, on voit les points de vue des différents acteurs se manifester de manière assez intéressante. Le Pentagone est un acteur qui a toujours besoin d'un conflit. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a conflit, il sait qu'il peut augmenter ses lignes budgétaires et réarmer les forces et restructurer. Il faut rappeler que la fin de la guerre froide a été pour les Américains comme pour les autres, sur le plan militaire, une catastrophe. Depuis l'élection d'Obama, en plus, le Pentagone perdait à peu près 10% de budget tous les ans. Et donc, ils avaient tout intérêt à ce qu'une crise majeure existe en Ukraine pour liquider les stocks de la guerre contre le terrorisme et les donner aux alliés, s'en débarrasser, et puis commencer à se réarmer pour une guerre éventuelle contre la Chine. Mais ils ne veulent pas aller trop loin. C'est-à-dire vu qu'ils ont une guerre à préparer, ils ne veulent pas être détournés en envoyant des troupes en Ukraine. Et donc, en même temps qu'ils ont besoin d'une certaine tension, ils font très attention à ce qu'elle ne monte pas aux extrêmes. Ce qui n'est pas le cas des néoconservateurs, qui, eux, veulent sortir à peu près la tête haute de cette stratégie qu'ils ont conduite. Je rappelle que cette guerre a été provoquée par les Américains, même si les Russes se sont retrouvés, techniquement, si ce n'est juridiquement, en position d'agresseurs. Et donc, tous ces néoconservateurs veulent essayer de sortir d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de faire payer cette guerre aux Russes leur victoire le plus cher possible. Il faut rappeler aussi historiquement qu'avec les Américains, et sur le plan économique, ils ont toujours besoin d'un conflit pour asseoir et leur domination et faire tourner l'économie. Plus que n'importe quel autre État au monde, c'est vraiment le pays qui a besoin de la guerre comme continuation de la politique, comme autre moyen. Et en ce moment, on voit très bien qu'ils ont choisi la Russie, parce qu'ils ne peuvent pas avoir cette politique vis-à-vis des Chinois, à la fois parce que les deux économies sont trop interpénétrées. Et aujourd'hui, avec la Russie, il n'y a finalement que des intérêts. Il n'y a quasiment plus d'entreprises, il y en a quelques-unes, mais américaines en Russie. Les échanges sont réduits de manière majeure. Et le fait, en plus, de pousser la Russie dans les bras de la Chine et de la Corée du Nord, les sert énormément parce qu'ils ont recréé une espèce de super-État voyou contre lequel ils peuvent orienter toute leur défiance, essayer de réunir les alliés. Ils le réussissent malheureusement avec les Européens autour d'eux. Et tout ça, ça leur permet de doper leur économie, de faire marcher le lobby militaro-industriel, et puis de maintenir une domination, même une hégémonie, on peut le dire, qui est de plus en plus contestée. Alors, on va poursuivre la discussion, mais avant ça, je vais présenter tous nos amis qu'il y a autour du plateau. D'abord, Maître Philippe Deveul. Comment ça va, cher maître? Bonsoir, très bien.
Vous avez mis le beau 3 pièces aujourd'hui. Ah oui, mais magnifique, la grande classe. N'est pas trop chaud encore. Hein, vous êtes content? De quoi? Je sais pas, peut-être de résultats de la veille. Je sais pas, content, moi je pense qu'il faut attendre, il faut être prudent. On peut être content et prudent. Voilà. Et le 7 juillet à 20h, on aura une vision claire des choses parce que il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Hein. Et deuxièmement, tout dépend du résultat. Et même selon tous les résultats à venir, il y a des écueils, il y a des pièges à éviter. Une majorité absolue permettrait évidemment une cohabitation directe, avec tous les dangers, comme je l'avais évoqué la dernière fois, vous m'avez invité sur le plateau, des pouvoirs, des contre-pouvoirs très importants du président de la République, majorité relative, donc difficile d'établir une véritable politique, et pas de majorité du tout. Voilà. En tout cas, on parlera plutôt d'aujourd'hui du conflit. Oui, mais il y a une petite parenthèse, je voulais l'ouvrir avec vous. Vous l'avez ouverte, hein, je l'ai fait exprès. De toute façon, les élections sont liées à la situation sur le conflit russo-ukrainien. Ça, c'est clair. Et on reviendra dessus sur le débat. Merci à vous, cher maître. En face, nous avons notre ami Patrick Pazin, éditeur, patron de Novi Mondi. Maintenant, il y a Novi Mondi TV. Comment ça va, cher Patrick? Très bien, merci pour l'invitation. Tu as des choses à dire là aujourd'hui sur la Russie, l'Ukraine, surtout qu'en plus tu as édité Faina. Effectivement, je travaille avec Christelle Néant qui habite le Donbass. D'ailleurs, moi-même, j'ai écrit un livre qui s'appelle Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident. Donc, oui, nous en parlons, mais c'est une guerre. C'est inadmissible que nous retrouvions dans cet état de guerre. Et sur le plan juridique, et sur le plan économique, et avant peut-être pire encore. Mais ça, nous en parlerons. Merci beaucoup, cher Patrick. Et enfin, notre économiste préféré, Philippe Perlin, dont la cravate a jauni parce que la bourse de Paris a monté ce matin. Et on va voir pourquoi. Donc tu étais content. Pourquoi est-ce que la bourse remonte ? Comment est-ce que les investisseurs interprètent le premier tour de l'élection législative, justement? Donc voilà, si vous voulez savoir comment se portent les bitcoins, la bourse et l'économie, vous regardez la cravate de Philippe Perlin selon sa couleur. Un peu plus dorée. Voilà. Plus elle est dorée, mieux ça va. Remonte, la bourse il y avait un film, les différentes nuances de gris. Là, c'est les différentes nuances de jaune ou doré. Hein, voilà. Dites-moi, cher Éric Denessé, est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit, ces ministres de la Défense ? Non, est-ce qu'il y a des choses qui ont transpiré ? Non, rien n'a transpiré ces derniers jours, parce que pour une raison simple, c'est que la crise russo-ukrainienne est passée au second plan depuis longtemps dans les médias américains, qui sont d'abord beaucoup plus polarisés sur Israël et Gaza, avec éléments aussi très importants dans la géopolitique mondiale, et puis surtout avec les élections présidentielles qui arrivent et le dernier débat Donald Trump contre Joe Biden. Donc tout ça passe là aussi au second plan. Le fait que ce soit annoncé quand même un signe qui est très intéressant, c'est il y a un début de main tendue. On évoquait aujourd'hui tout à l'heure les petits signes. Le remplacement de Stoltenberg par Rutte pour le secrétaire général de l'OTAN aussi n'est peut-être pas tout à fait anodin. Stoltenberg était tellement engagé de manière anti-russe. Mais on voit en même temps Kallas nommée haute représentante pour la politique extérieure, alors que c'est une Estonienne anti-russe au dernier degré. Van der Leyen... ça, c'est pas un bon message. Non, il y a beaucoup de messages contradictoires pour le moment. Et donc, comment on explique ces messages contradictoires quand même ? C'est une façon de mettre de l'huile sur le feu, c'est une volonté, peut-être à cause de certains principes économiques, de vouloir être une forme de co-belligérant ? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de ligne directrice dans les différents pays. En tout cas, même si les Américains donnent une impulsion qui est très réelle, selon les interlocuteurs qui viennent en France, on a parfois, en France ou en Europe, on a des directives différentes qui sont données. Souvenez-vous, lorsque Anthony Blinken est venu, c'était il y a un mois et demi, rencontrer Emmanuel Macron, on n'est pas au courant de toutes les discussions qui ont lieu, mais on avait vu tout de suite la position de Macron repartir de manière assez offensive en disant nous allons envoyer les Mirage 2000, peut-être des troupes. Il avait laissé planer le fait. Côté américain, on sait aujourd'hui que Macron a fait peur.
m'a fait peur, parce qu'un certain nombre, surtout côté des militaires, ils ne veulent pas que le conflit dérive, et je dirais l'agressivité du président français vis-à-vis des Russes les a inquiétés, parce qu'ils se sont dit à un moment donné, si un pays de l'OTAN envoie des troupes et se trouve en confrontation avec les forces russes, on sera obligé peut-être de faire fonctionner l'article 5, et on n'en veut pas. Donc, encore une fois, aux États-Unis également, il y a beaucoup de divers, et on va retrouver l'impact de ces différents points de vue en Europe. Les positions sont très très différentes aussi entre les États européens, mais malheureusement la technocratie bruxelloise et la tête de la Commission sont très très proches des Américains, et ça explique les positions qui ont été prises sur les dernières nominations. Mais cette agressivité de M. Macron, ce n'était pas une agressivité ordonnée. C'est lui qui a décidé de dire ce qu'il a dit. Écoutez, depuis le début de l'année, puisqu'il a commencé en février, souvenez-vous, il devait annoncer en février l'envoi d'un battle group, et puis finalement, je crois quelques heures avant sa prise de parole, il ne l'a pas annoncé. Un certain nombre de bruits en off nous revenaient, on savait ce qu'il allait dire, et puis il n'a pas. Et ça n'a cessé de se reproduire comme ça depuis. Donc, est-ce qu'il le fait délibérément? Ça, moi, je ne le sais pas. Est-ce qu'il le fait délibérément? Est-ce qu'il le fait avec pardonnez cet anglicisme, un input de nos amis américains qui l'utilisent comme joker pour faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire? C'est très difficile à dire. Mais effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'on a un hôte de l'Élysée qui décide seul, qui fait à peu près tout ce qu'il fait sans en référer, sans tenir compte de ce que lui donnent ses principaux subordonnés en matière de renseignement ou dans le domaine militaire. Et donc, il a un côté imprévisible qui inquiète les alliés parfois. Est-ce que on sait comment se passe le front actuellement? Où on en est? Oui, alors on a un certain nombre d'éléments. Le front avance très doucement, c'est-à-dire que les Russes progressent, grignotent, en tout cas sur la partie du front du Donbass. Le front dans le sud-ouest du pays, autour de Kherson, ne bouge pas, et le front au nord de Kharkov non plus. Les Russes ont avancé quelques kilomètres et ont solidifié leur position. Alors pourquoi c'est très intéressant? Puisqu'on voit aussi de manière très contradictoire les grands discours de l'OTAN en disant il y a une menace russe. Une fois que les Russes auront pris la Russie, en 2027 ou en 2029, il y aura une invasion de l'Europe occidentale. Alors bien sûr, tout ça est une foutaise monumentale, une véritable propagande occidentale qui avait deux buts, et tous les buts ne sont pas négatifs, qui est probablement de justifier vis-à-vis des opinions le réarmement auquel on commence à procéder. Ça permet de faire passer la pile. Le second, c'est effectivement une stratégie plus ou moins organisée avant les européennes pour essayer d'avoir un impact, pour éviter la montée en puissance trop rapide des mouvements populistes. Ça, c'était les deux grands aspects. Mais en réalité, la menace ne tient pas. Et donc, sur le front, quand on regarde bien, depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi que le conflit a commencé, les Russes n'ont pas avancé guère plus de 200 km de leur position initiale. Comment on l'explique ça? D'abord parce que je crois que leur premier blitzkrieg début 2022 n'a pas été aussi réussi que ça. D'abord, ils ont attaqué à la mauvaise saison, la Rasputitsa a commencé. Ils pensaient probablement que le régime ukrainien s'écroulerait beaucoup plus vite et qu'ils arriveraient à avoir plus de soutien de la population et à provoquer le renversement ou l'arrestation de Zelensky. Ce qui explique pourquoi après ils se sont repliés, ils ont commencé à comprendre qu'ils auraient affaire à une guerre longue et la situation qu'on connaît maintenant depuis plus d'1 an et demi est issue de cela. La seconde, c'est qu'ils ont découvert à ce moment-là, de manière encore plus précise qu'ils ne le savaient auparavant, l'ampleur de l'aide occidentale qui avait apporté à l'Ukraine. Et ils ont compris que les Occidentaux ne céderaient pas, et donc il fallait qu'ils se préparent une guerre longue. Donc ils n'ont aucun intérêt à faire une nouvelle percée, si tant est qu'ils en soient capables, ça on n'en est absolument pas sûr. Et puis surtout, ils n'ont pas intérêt à rentrer dans des zones où ils ne seraient pas les bienvenus. Je rappelle que d'après tout ce que l'on sait de manière extrêmement objective, la Russie n'a jamais eu intention au départ ni même d'entrer en Ukraine et surtout pas de l'envahir. Donc ils y sont allés contraints et forcés. Alors ce qu'on observe, c'est que leurs buts de guerre peuvent évoluer, puisque ce n'est pas eux qui ont créé cette guerre, ils n'avaient pas de but de guerre. Les Américains et les Ukrainiens en avaient. Mais une fois libérées les provinces, les 4 provinces de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia. Et on se dit la question, est-ce qu'ils vont aller à Kharkov, est-ce qu'ils vont aller à Odessa? Très difficile d'avoir un point de vue. La seule chose qui peut jouer, c'est que si le courant qui est aux États-Unis aujourd'hui essaie de faire prévaloir l'idée d'une guerre longue,
Parce que les structures profondes, je n'aime pas parler d'État profond parce que c'est connoté, mais c'est une réalité. C'est qui sont les groupes qui dirigent le pays sans que ce soit quelque chose ni de conspirationniste, ni de clandestin. Les structures profondes sont plutôt favorables aux États-Unis pour une guerre qui durerait. Même si c'est une guerre de plus faible intensité, un peu comme on la connaît en ce moment, même si elle fait toujours beaucoup de victimes. Et à partir de ce moment-là, les Russes, qui eux sont plutôt pour une sortie de crise le plus rapidement possible, pourraient être tentés, à leur tour, pour le faire payer aux Occidentaux, de se dire, tant que la situation dure, on va essayer de continuer à avancer. C'est tout le débat actuel. Zelensky, de manière assez étonnante, a pris la parole à l'issue de la réunion qui a eu lieu en Suisse il y a une semaine, qui a été une mascarade, en disant qu'il y avait quand même beaucoup de victimes, qu'il était prêt à négocier avec les Russes, mais par des intermédiaires, comme ils avaient fait pour l'accord sur les céréales ou l'accord pour l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire s'est fait par l'intermédiaire de l'ONU et des Turcs, les deux parties ne se sont jamais rencontrées, mais Russes et Ukrainiens ont fini par signer cet accord. Donc il a ouvert la porte en disant qu'il était prêt à négocier de cette manière. Il a aussi annoncé que les missiles Patriot ne servaient à rien contre les bombes guidées russes. Ce qui est quand même une révélation assez... Puis, bien sûr, il a dit qu'il y avait beaucoup trop de morts, mais dans le même temps, lorsque les deux conseillers de Donald Trump, dont les noms m'échappent à l'instant, mais qui a été à son Conseil national de sécurité pendant son mandat, ont proposé un plan. On dit qu'ils avaient un plan pour faire la paix avec l'Ukraine, qui bien ce plan entraînant le fait que l'Ukraine suspende pendant quelques années sa demande d'adhésion à l'OTAN. Zelensky a tout de suite botté en touche en disant « nous n'accepterons jamais ce plan ». Donc voilà, de tous les côtés, qu'on soit en ce moment aux États-Unis, en Europe ou en Ukraine, on voit des avancées, un pas en avant, un pas en arrière, ça reste très trop. Ce ne sont donc pas les présidentielles américaines qui vont mettre fin à la guerre. Je crains que non. Parce que même si Donald Trump est élu, alors il a dit au cours de son débat contre Joe Biden qu'il était capable de régler en une journée le conflit avec Vladimir Poutine. Alors, c'est peut-être son intention, mais je pense que les structures profondes, notamment les militaires, le lobby militaro-industriel, alors même la bourse, là on rentre sur des sujets que je connais moins, tout le monde a intérêt à ce que cette situation se continue, parce que si la guerre s'arrêtait très rapidement, je pense qu'il y aurait un impact boursier. Ah bon, tout le monde a intérêt à ce que ça continue? D'une certaine manière, oui. Ah bah c'est dingue ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il faut faire la guerre, quoi. Mais est-ce que nous, en France, on a cet intérêt? Ah non, les Américains, il n'y a que les Américains qui ont cet intérêt. Les Russes n'y ont pas intérêt, les Ukrainiens y ont moins d'intérêt que quiconque, et nous, en Europe, nous n'y avons aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est vraiment une politique américaine de tirer parti d'une situation qui les sert, parce que ça permet à leur industrie d'armement de se relancer progressivement. Elle s'est relancée plus rapidement que l'industrie de défense européenne. Surtout, ça leur permet de vendre du F-35, des munitions et des matériels à tous les États européens. Ça leur permet, encore une fois, même si ce n'est pas nouveau, depuis 2 ans, de resserrer l'OTAN et de lui impulser à tous les États européens ce qu'ils veulent faire. Puis n'oublions pas, encore une fois, que à force d'avoir poussé Poutine dans les bras d'États que l'on considère comme voyous, je pense à la Corée du Nord et à la Chine, eh bien, Poutine parle maintenant, il reçoit bien sûr des munitions nord-coréennes, on parle maintenant d'envoi de combattants nord-coréens sur le front du Donbass et de l'Ukraine, et donc ça, les Américains sont ravis, parce que ça leur permet de dire une nouvelle fois que la Russie est vraiment un État voyou, puisqu'elle est alliée à la Chine, puisqu'elle est alliée à la Corée du Nord. Voilà. Et donc, ils reviennent dans une équation dans laquelle ils sont très confortablement installés et qui sert leurs intérêts. Que peut faire la France aujourd'hui, sachant qu'elle n'a pas intérêt à ce que ce conflit dure? Il peut y avoir s'il y a un changement de majorité, j'imagine qu'il y aura un nouveau Premier ministre, est-ce que la France peut influer sur quelque chose ou on n'est pas assez grand aujourd'hui? Si, je pense qu'un chef d'État d'un grand pays européen, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne un peu moins, parce que c'est un grand pays, mais qui a moins de poids dans les affaires internationales que les 3 premiers, pourrait entraîner un changement, parce que si l'un d'entre eux prenait une décision, il est possible qu'un second suive, et si on avait 2 chefs d'État européens, plus Fico, plus Orban, on pourrait arriver à quelque chose. Mais je ne vois pas, Macron ne le fera pas, et très honnêtement, quand on regarde le comportement du Rassemblement national ces dernières années, moi je me souviens de l'attitude de Jean-Philippe Tanguy, lorsqu'il dirigeait la commission sur les ingérences étrangères, qui voulait absolument faire avouer à François Fillon qu'il y avait eu des ingérences russes, alors que l'ancien Premier ministre expliquait qu'il n'avait, lui, connu que des ingérences américaines. C'était quand même très orienté. Je n'oublie pas que Jordan Bardella, comme d'autres, a
continué je dirais, à répéter que la Russie représentait une menace pour la sécurité de l'Occident et de la France. Alors, il ne s'agit pas d'être pro-russe, tel n'est absolument pas mon propos, mais il faut regarder les choses de manière objective. 140 millions d'habitants en Russie, 450 millions en Europe occidentale, avec des proportions de forces armées qui sont à peu près similaires, des proportions économiques qui sont similaires. Et il n'y a pas que les effectifs et l'économie et les nombres de chars, il y a aussi des intentions. Aujourd'hui, on prête à la Russie des intentions qu'en toute objectivité, elle n'a pas. Mais plus ça dure et plus on a de chances que ça dérape. D'ailleurs, voilà, on a des militaires, des techniciens, peut-être même parfois même des mercenaires étrangers. Et est-ce que ça peut déraper ? Alors, ça peut toujours déraper. Je dois avouer que je n'y crois pas, pour deux raisons. D'abord, dès le début du conflit, la CIA a passé un accord avec les services russes et donc les autorités russes. C'est William Burns, qui est l'ancien ambassadeur à Moscou, qui est à la tête de l'agence centrale et qui s'est rendu à plusieurs reprises à Moscou pour définir un cadre. Alors, ce cadre est dépassé maintenant, mais c'était très clair, c'est-à-dire, côté russe, vous n'étendez pas le conflit en dehors du théâtre ukrainien, et nous, côté occidental, nous soutenons les Ukrainiens, mais nous faisons en sorte qu'ils ne déclenchent pas d'opération sur le territoire russe. À partir de ce moment-là, les choses étant actées, la première année s'est à peu près passée de cette manière-là. Et puis, petit à petit, les commandos, les unités clandestines formées par les Américains, qui travaillaient essentiellement dans le Donbass, se sont mis à mener des actions à Belgorod, des attaques de drones, qui ont commencé un petit peu à agacer les Russes. Et ces règles ont petit à petit été transgressées avec des éliminations physiques. Et, alors on l'a vu encore il y a quelques jours, enfin la semaine dernière, lorsque les attaques MS sont allées probablement viser des infrastructures russes. Je ne pense pas que les Ukrainiens aient voulu tirer directement sur les plages de Sébastopol, mais en tout cas il y a eu des choses. Donc cet équilibre-là est très fragile en ce moment, puisque les lignes rouges sont franchies les unes après les autres. Maintenant, je crois que Vladimir Poutine, de son côté, a affirmé de manière suffisamment claire qu'il ne souhaitait en aucun cas monter dans l'escalade nucléaire, et que l'arme nucléaire pour les Russes était uniquement lorsque le pays était en situation de menace existentielle. Les Américains l'ont rappelé aussi de leur côté. Voilà. Le seul élément que je trouve inquiétant, c'est que plus cette guerre dure, finalement, plus les Américains se retrouvent à leur tour dans une situation quasi de défense existentielle, puisque s'ils perdent rapidement la guerre contre la Russie, c'est une perte de face terrible. Et qu'est-ce qui se passe à l'égard du monde entier. Ben, ça remet en cause... La fin du dollar, par exemple ? La fin du dollar arrivera, mais tout ça va prendre du temps. Je crois qu'il ne faut ni s'en réjouir, ni penser que ça va arriver rapidement. Mais sur le plan psychologique, ça aurait un impact majeur. Et du coup, ils prennent le risque de voir les soutiens européens se déliter immédiatement, de voir après les BRICS que la Turquie souhaite rejoindre, remonter en puissance. Pourquoi pas la Turquie quitter l'OTAN ? Donc, voilà, ça explique aussi pourquoi ils ont intérêt à ce que la guerre dure plus longtemps, sans monter aux extrêmes. Donc, sur cet aspect-là, je ne suis modérément inquiet. C'est-à-dire que les BRICS, vous pensez que c'est un concurrent face au G20, par exemple ? Non, je pense que les BRICS sont l'annonce du nouveau système mondial qui sera multilatéral. Les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher l'émergence d'un système mondial multilatéral avec une instrumentalisation du droit international, enfin les Occidentaux en règle générale depuis longtemps finalement, depuis la création de l'ONU. Hein, je dirais les 5 membres du Conseil permanent de sécurité qui avaient leur place tant que la guerre froide existait. Si on est objectif, l'ONU aurait dû être structurée à la fin de la guerre froide pour laisser une place plus grande à des pays comme l'Inde, le Brésil. Voilà, bon, ça a servi nos intérêts, profitons-en. Mais voilà, ce système sera remis en cause, et la montée des BRICS en est la préfiguration. Maintenant, les Américains freinent des cas de fer pour... Ils y arrivent ? Est-ce qu'ils y arrivent ? Les Américains freiner les Américains ? Ouais. Oui, pour l'instant, leur capacité est forte encore ? Est très forte, leur capacité d'influence sur... C'est pas un empire déclinant ? On est passé, à mon avis, de l'autre côté de la tranche, mais c'est progressif. Par exemple, il y a un exemple que je trouve absolument fabuleux, c'est que l'Arménie, il y a quelques semaines, a fini par adhérer à la CPI, enfin reconnaître le traité de Rome et la Cour pénale internationale, ce qui bien sûr a fait hurler Russes et Américains. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le même temps, ils ont signé un accord avec les Américains, comme quoi une convention selon laquelle aucun citoyen américain ne pourrait être poursuivi par la CPI en Arménie.
Et en fait, on se rend compte qu'ils ont signé des conventions de cette nature avec beaucoup d'États du monde. Donc, parce qu'ils faisaient, sinon, des États qui reconnaissaient les pouvoirs qui adhéraient au traité de Rome, reconnaissant les pouvoirs de la CPI, étaient sanctionnés par Washington. Et je ne sais pas si vous avez dû le voir lorsque la CPI a lancé les mandats contre Netanyahou, le Congrès a essayé de faire passer une loi en disant nous allons poursuivre à notre tour les dirigeants de la CPI qui ont menacé les dirigeants israéliens. Alors, Joe Biden, en tout cas son entourage est intervenu, il semble que cette loi ne sera pas votée. Il a demandé au Congrès de se calmer. Ma dernière question, et après on va passer au grand débat avec nos amis autour de la table. Est-ce qu'il y a un conflit de par le monde, je pense à la Russie, mais aussi au Moyen-Orient, justement, qui peut qui est une poudrière, qui peut éclater et... Oui. Israël, parce que d'abord ce conflit atteint des proportions énormes en matière de victimes. On peut, c'est mon cas, défendre... Israël, c'est plus inquiétant. Beaucoup plus inquiétant, parce qu'on a un homme qui a une marge de manœuvre beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus fou avec Netanyahou. Et on le voit bien aujourd'hui, ces provocations. D'abord, l'armée israélienne se rebat de nouveau au nord de Gaza, qui était censé avoir été nettoyé du Hamas. Les chiffres qui sont sortis parlent alors c'est le ministère de la Santé du Hamas, de 37 000 morts. Même si ces chiffres sont faux à 50%, c'est gigantesque. C'est-à-dire pour 1200 tués, ils en ont fait 15 fois, enfin un rapport absolument... voilà. En plus, on estime qu'il y a 10 000 morts qui n'ont pas été identifiés. Donc, tant qu'ils n'ont pas été identifiés, on ne sait pas si ce sont des civils israéliens, des civils palestiniens, des gens du Hamas, parfois même des opérateurs des Israéliens. Donc il y a probablement beaucoup plus de victimes. Et puis on voit Netanyahou qui continue sa politique jusqu'au boutiste et qui essaie de faire en sorte qu'un conflit se déclenche avec le Hezbollah au sud-Liban, parce que dans une telle situation, ça impliquerait l'Iran en soutien du Hezbollah, et les Israéliens pourraient dire, nous sommes dans un conflit existentiel, en espérant retrouver tous leurs soutiens occidentaux. Parce que je rappelle aujourd'hui, quasiment 3 pays sur 4 du monde entier ont reconnu la Palestine, ce qui est un camouflet terrible pour les Israéliens. Alors, encore une fois, on parle d'Israël, il y a une opposition interne qui est terrible. Parce que plutôt la branche gauche en Israël, qui est depuis longtemps opposée à Netanyahou, il y avait des manifestations terribles ces 2 dernières années. C'est qu'elle a été entraînée dans un conflit qui remet en cause tous les soutiens dont elle bénéficiait. Et même si les atrocités du 7 octobre ont atteint une proportion qu'on n'avait jamais vue à ce jour, la manière dont le conflit de Gaza se déroule, finalement, a annihilé tous les effets positifs que l'État hébreu pouvait tirer de ce triste massacre dont il était victime, pour essayer de garder le soutien international. Merci à vous, cher Eric Denessé. On va passer au grand débat, mais avant ça, les petites annonces. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Chez GP, nous aussi on assume nos positions politiquement incorrectes. D'ailleurs, toutes les informations les plus sulfureuses sur les sujets clés de la politique et de l'économie sont dans notre revue mensuelle, avec bien sûr toutes nos stratégies financières pour lutter contre ce système. Vivez l'expérience inédite d'une lecture dissidente. Attention, tout abus de contenu dissident comporte des risques, parlez-en à votre médecin.